Bonjour et bienvenue au Château de Chantilly, dans son cabinet des arts graphiques, où nous présentons jusqu'au 6 octobre une exposition consacrée à Jean-Baptiste Oudry. L'exposition s'appelle Oudrymania, Fables, Chasse, Combat, et Oriane vous expliquera dans un instant pourquoi. Ce que vous pourrez admirer dans cette exposition sont des dessins, des peintures, mais aussi des objets d'art. Essentiellement des dessins qui sont évidemment le cœur de ces pièces consacrées aux arts graphiques, des dessins inédits pour la grande majorité d'entre eux que personne n'a donc jamais vus et qui vous montrent Jean-Baptiste Oudry sous un angle à la fois drôle, parfois brutal, toujours léger et virtuose à chacun de ses gestes. Alors, le titre Oudrymania vient de la véritable obsession qu'ont généré les compositions d'Oudry dans les arts tout au long du XVIIIe siècle. On connaît Oudry peintre de chiens, peintre de chasse, peintre de fables, mais on le connaît peut-être moins concepteur de tapisseries, de modèles de porcelaine de Sèvres. Et en fait, la passion pour Oudry gagne tous les arts, et donc c'est cette manie que nous avons essayé de montrer dans cette exposition. L'idée était vraiment de créer une forme de rallye des châteaux pour Jean-Baptiste Oudry, puisque le château de Fontainebleau organise à l'automne prochain, à partir du 12 octobre, une exposition consacrée aux chasses royales, aux grands cartons monumentaux peints par Jean-Baptiste Oudry pour une tenture de tapisserie de chasse pour Louis XV. Et de ce fait, l'exposition de Chantilly et l'exposition de Fontainebleau se répondent l'une l'autre. Il y a quelques œuvres communes, des sujets communs, des cerfs, des chiens, de la porcelaine. Donc l'idée était de concevoir une sorte de rallye de châteaux pour ce très grand artiste du XVIIIe siècle. Jean-Baptiste Oudry, en fait, on connaît beaucoup de choses de son parcours déjà. Ce qu'il faut peut-être préciser d'entrée, c'est que c'est un peintre actif au XVIIIe siècle, dans la première moitié du XVIIIe siècle essentiellement. Il connaît des débuts pluriels, c'est-à-dire que son père est déjà artiste, mais il se forme auprès d'un très grand portraitiste, Nicolas de Largillière, auquel il doit beaucoup et dont il se revendiquera ensuite tout au long de sa carrière. Il fréquente d'autres artistes, un peintre de scène navale, mais en fait, ce qui fait vraiment la gloire de Jean-Baptiste Oudry, la raison pour laquelle il est le plus connu, le plus apprécié aujourd'hui, ce sont ses représentations d'animaux, à la fois des portraits d'animaux, des scènes de chasse, mais aussi des combats d'animaux, des illustrations pour des fables de La Fontaine où les animaux sont les principaux protagonistes. Oudry a accompagné Louis XV lors de ses chasses pour représenter tout son équipage, le gibier qu'il levait, l'issue, le dénouement de ces chasses, qui sont parfois des scènes qui peuvent aujourd'hui être assez poignantes, à juste titre. Mais Oudry, au final, a vraiment réinventé la représentation de l'animal en lui insufflant une dimension psychologique, une profondeur de sentiment, qui explique qu'aujourd'hui encore, ses œuvres nous saisissent en les regardant. Dans cette première salle du parcours, pour introduire nos visiteurs à ce qui constitue la sève de notre exposition, on s'attarde sur les fables de La Fontaine, qui sont d'une certaine manière la colonne vertébrale du parcours. Dans le cadre des préparatifs de ce projet, nous avons eu l'occasion de travailler avec différents prêteurs qui nous ont permis de réunir, souvent des collectionneurs privés, qui nous ont donc permis de réunir ici au château un ensemble de dessins qui provient d'un groupe que Jean-Baptiste Oudry a réalisé entre 1729 et 1734. La légende voudrait qu'il n'aurait réalisé tous ces dessins qu'en 2 ans, a fortiori la nuit en hiver. C'est tout du moins ce que nous apprend son nécrologue qui prononce une biographie de Jean-Baptiste Oudry à l'Académie royale après son décès. Pour autant, on sait que ce mythe relève de la légende, puisque toutes ces illustrations des fables de La Fontaine, qui sont près de 300 dessins que Jean-Baptiste Oudry a réalisés, il les a fait avec une application extrême, il n'a pas laissé de côté la moindre fable de La Fontaine, toutes ont été illustrées. On sait par ailleurs que Jean-Baptiste Oudry a réalisé d'autres séries d'illustrations dans l'objectif de les faire graver, pour ensuite vendre ces gravures, et ce qui lui ouvrait naturellement un débouché commercial. Mais dans le cas des fables de La Fontaine, Jean-Baptiste Oudry ne les a pas fait graver. Il a réalisé tous ces dessins, probablement pour son plaisir personnel, sans doute aussi les conservait-il dans son atelier. Plusieurs indices nous permettent de l'avancer. Tout d'abord, ces montages que vous voyez autour des illustrations pour les fables de La Fontaine qu'il a réalisées, ces montages bleus sont réalisés au bleu de Prusse. Ce sont des montages très particuliers. On connaît des cas de figure où Jean-Baptiste Oudry a utilisé le dessin comme un moyen
d'ériger son atelier en lieu de sociabilité. Je pense à un cas très précis où il a voulu illustrer le roman comique de Scarron et il a fait paraître une annonce dans la presse en disant que Jean-Baptiste Oudry illustrait le roman comique de Scarron, qui réalisait pour ce faire des dessins, que ces dessins seront ensuite gravés et que chacun pouvait souscrire aux gravures pour financer le projet et ensuite recevoir les gravures lorsqu'elles seraient publiées. Et en conclusion de son annonce, Jean-Baptiste Oudry invite quiconque s'intéresse à ce projet à venir dans son atelier contempler ses dessins pour se faire une idée de son projet. Et ce petit moment-là où on comprend que Jean-Baptiste Oudry mesure l'attractivité du dessin et le fait que annoncer au public, aux amateurs d'art, un projet en lui faisant miroiter le fait de venir voir les dessins dans son atelier a dû lui faire comprendre que son atelier à lui, qui de par sa qualité, Oudry fait une carrière très officielle, il est peintre du roi pour les chasses, membre de l'Académie royale, membre aussi de l'Académie de Saint-Luc. Jean-Baptiste Oudry a un atelier aux Tuileries, un lieu extrêmement central, extrêmement mondain, avec beaucoup de passages. Et Jean-Baptiste Oudry a dû comprendre que le fait de garder des dessins dans son atelier, de les montrer aux amateurs, aux clients, au public qui passaient lui rendre visite, pour avoir des conversations, pour avoir, en l'occurrence, grâce à La Fontaine, même peut-être lire les fables, se délecter, avoir différents plaisirs visuels, littéraires, ça lui permettrait à lui de s'affirmer comme un peintre pictor doctus, c'est-à-dire un peintre intellectuel, qui lui permettrait d'affirmer le caractère libéral de son art, et sans doute que ces dessins qui illustrent les fables de La Fontaine ont été réalisés dans cette optique. C'est l'hypothèse du moins que nous défendons dans le catalogue de l'exposition et dans l'exposition elle-même. En fait, ce qui nous pousse à l'affirmer, ce sont précisément ces montages. En fait, ça n'est qu'une feuille de papier, c'est-à-dire que Jean-Baptiste Oudry a dessiné sur papier bleu, et autour de cette illustration, il a tracé cet encadrement où vous voyez que l'objectif qu'il a recherché, ça a été de simuler un cadre en relief avec un éclairage latéral, ce qui explique que le côté gauche soit plus clair, le côté droit ombré, comme si en fait il y avait une forme de relief et que la lumière était accrochée par le côté gauche. La totalité des dessins de Jean-Baptiste Oudry pour les fables de La Fontaine présentait à l'origine cet encadrement dessiné-là, ce qui signale le fait qu'il réalisait ces dessins en soignant leur état de présentation pour les montrer à un public et que ça n'était pas simplement pour les graver. À titre de comparaison, les dessins qu'il a réalisés dans l'optique de les faire graver ne présentent pas ce type de montage. C'est une spécificité de ces feuilles pour les fables de La Fontaine. Et par ailleurs, ça permet aussi à ces dessins de faire vibrer des symphonies de bleu en jouant à la fois du papier bleu plus clair, de ces montages au bleu de Prusse beaucoup plus profonds et plus denses, et une technique que vous observerez tout au long de l'exposition qui est assez constante, de dessin au pinceau avec de l'encre noire, plus ou moins diluée pour avoir des tonalités grises, et des rehauts de gouache blanche. Et cette forme de trichromie, si on peut dire, de noir, blanc, bleu, c'est l'essentiel de la palette de Jean-Baptiste Oudry, dessinateur. Et donc, ce qu'on a voulu faire dans l'exposition, c'est présenter ces illustrations pour les fables de La Fontaine, montrer aussi les rapports que ces dessins entretiennent avec les autres pans de l'œuvre d'Oudry, mais on a voulu aussi expliquer comment ces dessins en étaient venus à connaître une fortune extraordinaire. Et pour ce faire, l'instrument majeur, ça a été la gravure, puisque Oudry, à la fin de sa vie, a vendu l'ensemble de ses dessins qui illustrent les fables de La Fontaine à un grand amateur, un entrepreneur, qui a inauguré, disons, une entreprise pharaonique qui a impliqué des dizaines et des dizaines d'intervenants, qui a été de reproduire en les gravant la totalité des illustrations d'Oudry pour les fables de La Fontaine et de les reproduire dans une nouvelle édition des fables de La Fontaine en 4 volumes. Et ce sont les gravures qui ont été imprimées dans ces livres qui ont diffusé les compositions d'Oudry comme aucun artiste qui s'était attelé aux fables de La Fontaine avant lui. Ici, en fait, on a installé un petit coin dans l'exposition où on a été très heureux de réussir à réunir toutes les étapes qui montrent à nos visiteurs comment les dessins de Jean-Baptiste Oudry pour les fables de La Fontaine ont fini par être imprimés dans des livres. Comme vous le voyez, les dessins de Jean-Baptiste Oudry sont picturaux d'apparence. Ça ne sont pas du tout des dessins linéaires avec des contours très précis, nets. Ce sont des dessins extrêmement flous qui jouent beaucoup des nuances et des jeux de teintes qui contrastent les unes avec les autres pour produire un effet. Et donc au moment où il s'est agi de graver ces dessins, un artiste
a été chargé de tous les redessiner intégralement, d'en réaliser des copies. Cet artiste, c'est Charles-Nicolas Cochin fils. Le cas d'école que nous montrons ici, c'est la fable des deux aventuriers du talisman, à laquelle Jean-Baptiste Oudry a consacré 2 dessins. Et la première illustration pour la fable des deux aventuriers du talisman a été copiée par Charles-Nicolas Cochin fils dans le dessin que vous voyez ici. Et en comparant les deux, vous observerez que Cochin fils a d'une certaine manière rationalisé la composition d'Oudry en la réduisant à un contour, à des lignes claires, nettes et précises. Et nous montrons ensuite dans la vitrine juste à côté comment le dessin de Cochin fils a été confié à des graveurs et que ce sont ces graveurs ensuite qui ont travaillé d'après les copies et non pas d'après les originaux d'Oudry qui n'étaient pas gravables en l'état parce que trop picturaux. Le chien est un des animaux les plus importants dans la culture du XVIIIe siècle et Oudry fut l'un de leurs meilleurs portraitistes et un de leurs meilleurs avocats. Le chien est à la fois le chien de cour, ce sont des chiens d'appartement, on construit, les ébénistes créent des niches exceptionnelles pour les chiens, mais aussi des fauteuils, des colliers. Le chien fait véritablement partie de la société de cour. Jean-Baptiste Oudry est un grand peintre de chiens. D'ailleurs, son maître Nicolas de Largillière, dans un mot répété au XVIIIe siècle, lui aurait dit « Tu ne seras jamais qu'un peintre de chiens, certes, mais tu seras le plus grand des peintres de chiens. » Et en fait, cet intérêt pour l'animal, et notamment pour le chien au XVIIIe siècle, va aussi de pair avec un nouveau regard qu'on porte sur l'animal. Pendant tout le XVIIe siècle, eh bien, c'est la théorie de Descartes de l'animal-machine, selon laquelle l'animal serait un peu comme une horloge, qu'il suffit de remonter. Un animal, on le nourrit et puis il peut reprendre le cycle de son activité. Cette théorie est peu à peu battue en brèche, à la fois par l'importance prise par l'animal dans le quotidien du prince, de l'homme de cour, et à la fois par le développement de nouvelles théories, le sensualisme, un rapport à l'animal qui lui reconnaît une âme, une théorie qui est également défendue par le concept d'animal-trésor, cher à Jean de La Fontaine. Jean-Baptiste Oudry est en effet un très grand peintre de chiens et cette salle va vous montrer les différentes dimensions dans lesquelles il peut représenter l'animal et finalement ce portrait moral du chien qui est à la fois le meilleur ami de l'homme, son confident, un animal un peu vaniteux et un peu trop ambitieux parfois, un animal très intelligent, un animal triste, un animal heureux. Donc toutes ces dimensions sont visibles ici dans cette salle des chiens. Sans doute que les images les plus célèbres de chiens de Jean-Baptiste Oudry, ce sont celles de ces chiens couchants qui sont sur le point de lever un animal ou alors de se saisir d'un trophée attaché à un arbre, comme on le voit sur ce merveilleux dessin conservé dans une collection particulière parisienne. Ici, en effet, on voit tout ce que l'animal a de réel. On voit ce chien en tension, on voit les tendons de ses pattes qui sont parfaitement tendus, il est prêt à bondir sur cet animal. On voit la façon dont les muscles se gonflent, on voit le regard plein de convoitise et à la fois de réflexion du chien. Et on voit évidemment ces superbes rehauts de blanc qui jouent de la lumière sur l'animal, une chose dont Oudry devient absolument un spécialiste. Donc ces compositions sont parmi les plus célèbres de Jean-Baptiste Oudry. Il réalise de très nombreux portraits de chiens devant des faisans, c'est la fameuse commande de 1725, les portraits des chiens de Louis XV, Polydore, Blanche, Lys, Gredinet, Charlotte, Petite Fille, donc de véritables chiens qui ont vraiment existé, qui ont vraiment une vie, un quotidien. Oudry les représente et en fait il donne la dimension d'un portrait à chacun des chiens qu'il va dessiner et ici ce dessin est préparatoire à un tableau, un dessus de porte réalisé pour le château de Choisy et donc on voit bien la dimension picturale qu'il donne déjà à son dessin puisqu'on sent comment la lumière couronne l'échine du chien. Les fables de La Fontaine, évidemment, offrent une occasion idéale pour dresser un portrait moral de l'animal. Le chien apparaît plus de 10 fois dans les fables de La Fontaine. Alors, ce n'est pas l'animal le plus présent, qui est le loup, qui apparaît 26 fois. Néanmoins, 10 est un excellent score, puisqu'il y a une très grande diversité d'animaux représentés dans les fables de La Fontaine, et c'est l'un des animaux les plus représentés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est représenté à différents égards. Parfois, il est le protagoniste principal. Parfois, il est simplement présent dans la scène et parfois, il est la menace ou alors la morale de l'histoire. Et ici, je vous propose de comparer deux fables. Il y a d'un côté
celle du chien à qui on a coupé les oreilles. Alors ce qui est amusant, c'est que La Fontaine utilise à la fois une pratique courante au XVIIIe siècle pour les chiens de chasse. On pouvait leur couper les oreilles parce que c'est une des parties les plus sensibles de leur corps et donc les plus susceptibles d'être mordus par les différentes proies ou prédateurs avec lesquels les chiens pouvaient avoir maille à partir. Donc de cette pratique de mutilation, qui est aujourd'hui interdite évidemment et qui était utilisée pour les chasses, La Fontaine tire une morale. En effet, l'histoire de cette fable, le chien à qui on a coupé les oreilles, c'est l'histoire d'un chien qui se lamente de l'état terrible dans lequel il se trouve, puisqu'il a les oreilles coupées, qu'il est mutilé, qu'il perd donc l'usage d'un de ses sens, et puis qu'il lui semble complexe d'apparaître en société avec une telle mutilation. Et finalement, il y a une dimension réflexive à cette fable. Eh bien oui, chien hargneux a toujours l'oreille déchirée. Alors autant finalement avoir les oreilles coupées pour ne point laisser prise aux dents d'autrui et pouvoir finalement se recentrer en son fort intérieur. Et c'est ce qu'on voit sur cette fable de Jean de La Fontaine. Ici, vous avez le spectaculaire dessin sans doute préparatoire à la fable qui est à côté. On voit le magnifique courbe très rococo du corps du chien. Et puis ici, vous avez le chien dans son environnement. D'ailleurs, vous notez que les animaux dans les fables sont toujours intégrés dans un environnement dans lequel l'homme existe. Ce sont des fables, les animaux sont les miroirs des comportements humains, mais il y a toujours la preuve d'une activité humaine, un château, une maison, un moulin. Bref, ils sont dans un environnement habité. Et ici, ce chien, c'est comme s'il était en train d'hurler à la lune devant un magnifique paysage architectural. Il est recentré sur lui, ne laissant point prise aux dents d'autrui et finalement pouvant s'adonner à la contemplation d'une nature. A contrario, les deux chiens et l'âne mort montrent des chiens finalement un peu trop entêtés et un peu trop systématiques dans leur démarche et qui sont d'une certaine manière presque proches de la bêtise. Au chien réflexif qui a les oreilles coupées, on passe ici à deux chiens qui voient au centre d'un lac la dépouille d'un âne mort. Donc ils rêvent de s'en faire la provision de la semaine, ça semble être une aubaine absolument exceptionnelle. Et donc ils se disent que pour parvenir à dévorer cette dépouille d'âne mort, il suffit donc de boire toute l'eau du lac jusqu'à ce qu'à sécher, ils puissent accéder à la dépouille de cet animal. Évidemment, le stratagème est audacieux puisque à force de boire l'eau du lac, ils finissent par en mourir et donc n'obtiennent jamais la provision tant rêvée. Et la morale nous laisse songeur puisque l'homme est ainsi bâti comme le chien, quand un sujet l'enflamme, l'impossibilité disparaît à son âme. Qu'à cela ne tienne, on peut boire toute l'eau du lac. Mais finalement, on voit bien à quel point l'homme est proche du chien dans la pensée de Jean de La Fontaine et dans une fable comme celle-ci. Là aussi, le dessin est construit de manière extrêmement savante. Vous avez une gradation de plans, un chien puis l'autre qui boivent l'eau de ce lac. On distingue finalement à peine la dépouille de l'âne au centre du lac et toujours cet environnement habité par les hommes que l'on voit au fond, le clocher d'une église, différentes maisons et on voit bien comment ces animaux s'inscrivent dans ce contexte humain. Enfin, dernier aspect de Oudry, maître des chiens dans cette salle, c'est évidemment la chasse. Et ce qui est assez amusant, c'est que aussi bien dans la fable que vous voyez ici, le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat, que dans le chat et le renard juste à côté, le chien n'apparaît pas dans le titre. Et pourtant, il est sur le dessin le protagoniste principal de la fable. Et en fait, pour ces deux dessins, aussi bien ce chevreuil poursuivi par un chien que ce renard attaqué par des chiens, Oudry puise dans son propre répertoire. Et pas n'importe lequel, le répertoire cantilien de Jean-Baptiste Oudry, puisque ce sont des reprises de la scène de la chasse au renard et de la chasse au chevreuil, peintes pour le prince de Condé entre 1724 et 1725 et exposées dans la salle des gardes du château de Chantilly, peinture que vous allez retrouver un petit peu plus loin dans l'exposition. Donc on voit bien que le chien est un animal tout-terrain pour Jean-Baptiste Oudry. Portrait moral, sujet synégétique, mais aussi portrait animalier, il se prête à absolument toutes les attitudes et de la fable aux chasses, il n'y a finalement qu'un pas qu'Oudry franchit extrêmement rapidement. Ce qu'on a voulu montrer dans cette pièce, ce sont les continuités qui apparaissent entre les illustrations d'Oudry pour les fables de La Fontaine, les autres aspects de son œuvre et ici le cas particulier de ces illustrations de combats d'animaux. C'est une spécificité des 10 dernières années de sa vie. Jean-Baptiste Oudry est alors directeur artistique de la manufacture de tapisserie de Beauvais, mais aussi des Gobelins. Il a un contrôle presque total sur la fabrique des tapisseries en France et il réalise plusieurs séries de dessins qui représentent différents animaux en train de combattre les uns contre les autres. Sur certains dessins, ce sont des animaux d'une même espèce qui combattent entre eux. Sur d'autres dessins, ce sont des animaux de différentes espèces les unes contre les autres.
Et ces dessins n'ont jamais été réalisés sous la forme de tapisserie. Ce sont restés les dessins que vous voyez ici. Et tout à gauche, vous voyez un dessin sur papier bleu. C'est sans doute l'un des plus spectaculaires puisque ce sont des éléphants qui combattent avec des tigres, des léopards et des lions. Et c'est réalisé dans la même technique par Audry que ces illustrations pour les fables de La Fontaine. Donc ce papier bleu, vraiment caractéristique. Récemment, le Getty Museum de Los Angeles a réalisé une exposition spécifiquement consacrée aux dessins sur papier bleu de toutes les périodes. Et ils ont à ce sujet approfondi la question d'Oudry, qui est vraiment un jalon important dans l'histoire de ce médium. Et en fait, le constat qui a été tiré par nos confrères du Getty, c'est que près de 70% de la production dessinée d'Oudry est réalisée sur papier bleu. Donc on peut vraiment dire que c'est quelque chose de tout à fait caractéristique de son approche. Pourquoi est-ce qu'Oudry a dessiné sur papier bleu? Sans doute parce que, étant avant tout un peintre, il a souhaité rompre avec la bichromie trop radicale du noir et du blanc et intégrer une troisième teinte dans la fabrique même de son œuvre, ce qui n'est pas sans évoquer ses peintures, puisque Oudry était également familier du fait d'enduire ses toiles d'une teinte de fond, tantôt rosâtre, tantôt grisâtre, parfois brune aussi, parfois ocre, et d'ensuite tenir compte de cette teinte qui prépare et qui enduit sa toile au moment de l'exécution de ses peintures, en laissant cette préparation apparente à certains endroits. Et on voit ici qu'il se sert du papier bleu de la même manière, comme d'une teinte qui n'est pas simplement un fond, mais qui est aussi déjà une vibration qui anime la composition et qui est intégrée dans le dessin. Au centre du mur, c'est un dessin de léopard qui montre plusieurs léopards qui se combattent entre eux. C'est un dessin, une autre technique, des lavis bruns, une encre sépia, avec un premier tracé à la pierre noire, quelques reprises à la plume et à l'encre noire pour préciser des contours. Et à ma gauche, c'est un dessin que nous avons été très chanceux de pouvoir acheter pour les collections du musée Condé dans le cadre de la préparation de cette exposition. C'est un dessin à la sanguine. Et la sanguine, c'était une technique particulièrement rare dans l'œuvre d'Oudry. C'est assez inespéré d'avoir pu trouver ce dessin, à plus forte raison quand on regarde son sujet. C'est un combat de singes. Les singeries sont un grand phénomène de mode qui marque le début du XVIIIe siècle. Au château de Chantilly, nous conservons 2 des 4 grands décors de singerie qui existent encore aujourd'hui. Ce sont des pièces principalement à fond blanc, sur lesquels on a peint, dans une forme logique d'all-over, des motifs de singes, d'arabesques, parfois de chinoiserie aussi, qui animent l'espace complètement et donnent une forme d'illusion spatiale, de trompe-l'œil, qui est à la fois drôle, distrayant, puisque les singes sont souvent représentés dans des situations tout à fait humaines et offrent une sorte de miroir à la condition humaine. En l'occurrence, le château de Chantilly, chemin faisant, est devenu un haut lieu des singeries, non seulement du fait de ces 2 grands décors que nous conservons au château et que vous pourrez admirer en même temps que l'exposition Oudry, mais aussi parce que depuis, ces différents propriétaires, et surtout le dernier, Henri d'Orléans, le duc d'Aumale, a eu à cœur d'alimenter ce pan de nos collections en achetant différentes scènes de singerie, notamment de Decamps par exemple, mais de bien d'autres artistes aussi. Et donc ça a été assez inespéré pour nous de pouvoir acheter une déclinaison des singeries sous la forme de combat de Jean-Baptiste Oudry. Par ailleurs, le duc d'Aumale savait que Jean-Baptiste Oudry était très important pour le château de Chantilly, du fait de cette fameuse commande dont Oriane va dire quelques mots et que les princes de Condé passent à Jean-Baptiste Oudry. Il a donc eu le souci de continuer à alimenter ce pan des collections en achetant d'autres dessins d'Oudry, et nous avons donc pu emboîter nos pas dans les siens en réalisant cette acquisition grâce à nos mécènes, et donc nous les en remercions très chaleureusement. Alors, cette salle est consacrée à un autre aspect fondamental de la carrière de Jean-Baptiste Oudry, la chasse. Oudry, il appartient à cette génération d'artistes qui évolue avec une évolution des intérieurs. Les seigneurs aiment chasser, les princes aiment chasser, le roi Louis XV est un très grand veneur, et donc le décor de la maison, de l'appartement, du château s'adapte à cela, et on trouve de plus en plus de compositions synégétiques dans le décor. Les 3 tableaux qui sont derrière moi ont été commandés en 1724 pour le prince de Condé, pour la salle des gardes du château de Chantilly. De ce fait, ils sont réunis ici au château de Chantilly quasiment pour la première fois. En effet, le tableau représentant la chasse au chevreuil a quitté le château de Chantilly sous la Révolution. Il appartient aux collections du musée des Beaux-Arts de Rouen.
Ces 3 tableaux peints en 1724 sur les deniers de la couronne montrent l'évolution de la carrière de Jean-Baptiste Oudry qui devient un peintre de chasse. Il n'est pas le seul à occuper ce terrain. François Desportes avait déjà peint des chiens de chasse et des scènes cynégétiques pour Louis XIV et pour Louis XV, mais on voit bien comment Oudry finalement se démarque de celui qu'on peut un peu quand même considérer comme son concurrent. Sur la chasse au renard que l'on voit ici, on voit la dextérité avec laquelle il aime à rendre les matières. Cette queue du renard chatoyante qui arrive juste à l'entrée de l'image, on n'a qu'une seule envie, c'est de la caresser ou de s'en faire une écharpe pour l'hiver, montre bien ce qu'il a hérité de Nicolas de Largillière. Une dimension finalement véritablement tactile de la peinture, comme le disait Bernard Berenson, et du reste, lors des salons, les descriptions des salons qui sont parvenues jusqu'à nous montrent bien à quel point les visiteurs avaient envie de toucher sa peinture parce qu'il a su donner cet aspect tactile à travers les glacis, à travers les couches superposées de peinture en très fines couches. Il arrive à donner ce sentiment, cette envie de toucher qui est le propre de son art. Sur le tableau de la chasse au loup, on voit également une plus grande douceur accordée aux scènes. Alors certes, il s'agit toujours de prédateurs qui attaquent des proies, néanmoins on a presque l'impression que certains des chiens posent leurs mufles sur l'échine de l'animal et on voit beaucoup moins de sang et de crocs que sur les tableaux de Desportes. Quant à la chasse au chevreuil de Rouen, il faut observer la gracilité du bond de ce chevreuil et la sorte de jeu de ligne entre les 2 pattes graciles du chevreuil qui passe devant la tête du chien dans une symphonie de couleurs du blanc au fauve qui est là aussi typique des jeux de coloristes auxquels Oudry s'adonne dans sa peinture. En 1728, la carrière d'Oudry va véritablement changer. Le roi Louis XV l'invite à suivre les chasses en sa compagnie, les chasses royales. Il prend d'une certaine manière la succession d'Adam Frans van der Meulen qui avait également suivi Louis XIV lors des chasses. Donc à partir de 1728, finalement, les motifs, les compositions de chasse de Jean-Baptiste Oudry vont se fonder plus uniquement sur des compositions connues, des compositions de Desportes qu'il fait évoluer ou des combats d'animaux qu'il peut imaginer, mais son inspiration est prise sur le vif. Il se rend à la chasse et il assiste donc à ce véritable théâtre de société qu'est la chasse de cour sous l'Ancien Régime. En effet, chacun a sa place, chacun a sa tenue, chacun a son rôle au service du souverain et c'est véritablement ce fourmillement de micro-scènes au sein du théâtre de la chasse que l'on voit représenté sur ce formidable dessin conservé dans les collections du musée Condé. Alors c'est assez intéressant parce que ce dessin fait partie d'un ensemble de dessins, tous dessinés en 1728, donc l'année même finalement où Oudry commence à suivre les chasses, et ce sont les premiers dessins dans lesquels il exprime ce point de vue multifocal des scènes de vénerie. On voit à peu près tout ce qui se passe ici sur ce dessin. C'est plutôt la fin de la chasse. Pourquoi ? On voit la meute de chiens, une sorte de symphonie de queues courbées autour d'un cerf qui est en très mauvaise posture, qui est probablement même déjà mort. C'est l'hallali, la mort donc de l'animal. Autour, on voit des chasseurs qui se reposent auprès d'un arbre, on voit le roi Louis XV, on voit une voiture prête finalement à faire repartir les veneurs qui sont venus sur le site. Et puis on distingue ce site qu'on pourrait presque avoir envie d'identifier à la forêt de Fontainebleau puisque ça fait penser évidemment au grand rocher de Franchard, un site très pittoresque de la forêt et très apprécié par Louis XV pour ses chasses. Ce dessin n'a pas fait l'objet d'une transposition en peinture, pour ce que nous en savons aujourd'hui. Néanmoins, celui qui est à côté, en revanche, constitue un projet définitif, arrêté, pour l'un des cartons de la tenture des chasses royales du roi Louis XV. Ça va être le projet de la vie de Jean-Baptiste Oudry. Il va y consacrer plus de 15 ans. Jean-Baptiste Oudry va dessiner les compositions préparatoires, ses modélis sur papier bleu. Il va réaliser ensuite des petites esquisses à l'huile qui sont conservées à Paris au musée d'Issime de Camondo, puis des grands cartons à échelle 1 qui sont conservés au château de Fontainebleau. Et puis à partir de là, ces peintures seront données au maître lissier de la manufacture des Gobelins pour 2 tissages, dont l'un est conservé au château de Compiègne et l'autre est conservé au Palazzo Pitti à Florence. Les chasses royales, c'est une histoire du roi finalement. Depuis l'arrivée du roi dans sa voiture, le roi qui mène le limier, tous les épisodes de la chasse constituent comme une forme d'histoire du roi et de sa domination sur les animaux, sur la nature et sur sa cour. Et c'est un des projets les plus importants du XVIIIe siècle. Le dessin qui est présenté ici est le dessin préparatoire pour la 5e composition de la série, Louis XV menant le limier. Donc qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est
le début de la chasse. Alors au départ, eh bien, les valets de chasse vont ce qu'on appelle faire le bois avec les chiens, c'est-à-dire qu'ils vont repérer l'animal que l'on va suivre durant la chasse. À l'issue de cette pratique, le maître d'équipage va faire son rapport au roi Louis XV. On a défini quel animal on allait suivre, quel animal on allait traquer au cours de la chasse. Et le roi peut donc, avec son limier, c'est-à-dire un chien pourvu d'un odorat extrêmement fort, pister le cerf que l'on va traquer, puisqu'il en reconnaît ce que l'on appelle le sentiment, c'est-à-dire l'odeur, mais également la manière dont le cerf va frotter ses bois contre l'écorce d'un arbre. Tout cela va donner au chien le sentiment de l'animal, et c'est ça qui va permettre de le suivre. Et donc on voit sur ce dessin, alors ces grandes allées creusées dans les forêts françaises qui sont typiques du règne de Louis XV, et le roi qui tient en laisse donc son chien qui est en train de trouver ce sentiment du gibier qui va être pris. Il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste Oudry n'est pas seulement un peintre et un dessinateur, c'est un véritable entrepreneur, c'est un homme des manufactures. Oudry a dirigé la manufacture de tapisserie de Beauvais, il a travaillé pour les Gobelins, il a travaillé pour les manufactures de Sèvres et Vincennes. Il donne des modèles en fait pour à peu près tous les médias. Il a dessiné pour des berlines de gala, il a dessiné pour des boiseries. C'est un artiste véritablement complet et ses compositions se prêtent finalement à toutes les adaptations. Et dans cette vitrine, vous voyez deux très jolies adaptations de compositions de Jean-Baptiste Oudry. D'un côté, vous avez ce gobelet couvert et sa soucoupe qui représentent la chasse au renard que l'on a vue dans la pièce précédente, peinte pour le prince de Condé en 1724-1725 pour la salle des gardes du château de Chantilly. Oudry était très fier de ses compositions et pour certaines d'entre elles, il les a gravées lui-même. Et c'est le cas de tableaux de Chantilly et c'est pour ça qu'ils ont pu être adaptés, agrandis, rapetissés pour former des surtouts ou le décor peint sur des petits gobelets de porcelaine. Ce gobelet couvert et sa soucoupe proviennent des collections de la Villa Efrussi de Rothschild, une collection réunie par la baronne Béatrice de Rothschild à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et on retrouve sur la panse de ce gobelet rien d'autre que la chasse au renard peinte par Jean-Baptiste Oudry pour la salle des gardes du château de Chantilly en 1724. Vous remarquerez que la composition est inversée parce que l'artiste, le peintre de la manufacture de Vincennes, s'est servi de la gravure. Oudry était très fier de ses compositions. Il a d'ailleurs lui-même gravé certaines de ses œuvres et c'est le cas pour les compositions peintes pour la salle des gardes du château de Chantilly. Juste à côté, on voit un magnifique groupe en porcelaine de Vincennes, en porcelaine tendre, émaillée, qui donne elle aussi envie d'être caressée, tout comme les peintures du maître, où vous retrouvez la composition très proche de l'un des dessins que l'on a vu dans une des pièces de l'exposition, avec ce chien en arrêt devant des perdreaux, des perdrix, des faisans, la queue tendue par le plaisir de voir la proie conquise et prêt finalement à la débusquer. Donc on voit à travers à la fois ces deux pièces de porcelaine et les éléments du surtout commandé pour le duc d'Aumale, d'après des éléments du XVIIIe siècle réalisés d'après des compositions d'Oudry, à quel point l'animation, la vivacité des poses, le jeu entre les différents protagonistes se prêtent à la tridimensionnalité. Si les compositions d'Oudry se prêtent aux plus petits, avec les pièces de porcelaine qui sont réalisées du temps du vivant de Jean-Baptiste Oudry alors qu'il est encore actif, elles se prêtent aussi aux beaucoup plus grands. Et en fait, la chasse et les fables de La Fontaine rejoignent assez rapidement le décor des intérieurs. C'est surtout dans la première moitié du XVIIIe siècle que le décor de fable est très à la mode. Du reste, Oudry, très tôt dans sa carrière, réalise des compositions avec les fables de La Fontaine. On le voit au château de Réveillon, on le voit dans les décors du château de Voré. Mais en fait, plus tard dans le siècle, ces compositions sont réinterprétées pour réaliser des boiseries représentant des fables de La Fontaine. Et c'est le cas de ce panneau de boiserie qui est exécuté sous le règne de Louis XV, sans doute dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, pour l'hôtel de Médard-Brancourt. Et on retrouve ici une fable dont vous avez le dessin juste à côté, le renard, le loup et le cheval, et on voit bien que le peintre a tout de suite emprunté à l'artiste cette croupe de cheval en arrière bondissante qui propulse finalement l'animal au devant de la scène, un artifice assez drôle de l'artiste qui a donc plu au peintre qui le récupère pour les boiseries.
La principale source de la fortune extraordinaire que connaissent les illustrations d'Oudry pour les Fables de La Fontaine, ce sont, nous vous l'avons dit, les gravures. Les gravures sont des multiples qui circulent très largement. Les gravures qui sont réalisées d'après ces dessins sont d'abord imprimées dans des livres. On en expose plusieurs volumes tout au long de l'exposition pour que vous puissiez, en la visitant, comparer dessins et gravures, comprendre comment l'intervention d'autres intermédiaires ont modifié d'une certaine manière l'image des œuvres d'Oudry elles-mêmes. Et le cas le plus éloquent est sans doute celui qui est exposé ici, le berger qui joue de la flûte pour attraper des poissons. C'est une histoire qui est finalement assez drôle où un berger, voulant séduire une bergère qu'il constate est à la peine pour attraper des poissons, se propose de l'aider. Il sait jouer de la flûte, donc il essaye de jouer de la flûte pour attirer des poissons. Seulement, évidemment, les poissons restent insensibles à ses charmes. Il se saisit donc d'une épuisette, les attrape tous d'un coup et constate que c'est infiniment plus simple. Et La Fontaine veut nous dire par là, au fond, pourquoi parfois se perdre en paroles inutiles quand on pourrait, par l'action, régler des problèmes beaucoup plus rapidement. Et en fait, le décalage qui a lieu entre la date à laquelle Oudry réalise ses dessins et le moment où les œuvres sont gravées explique que le goût évolue. Et même si Oudry reste très en vogue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ses dessins pour les Fables de La Fontaine sont tous réalisés autour de 1730. Or, Oudry ne les cède qu'à la fin de sa vie, il meurt en 1755. L'entreprise se met en marche au même moment. Le premier volume sur les 4 livres, qui sont donc les Fables de La Fontaine illustrées des gravures d'après les dessins d'Oudry, paraît, donc le premier volume, quelques jours avant la mort d'Oudry, et les 3 autres s'échelonnent ensuite, donc le premier paraît en 1755, le dernier en 1759, et entre la date d'exécution de ce dessin, vers 1730, et sa reproduction en gravure en 1759, plus de 20 ans s'écoulent, le goût évolue, et on s'aperçoit ici que le graveur qui a été chargé de reproduire ce dessin a pris beaucoup de liberté. Et dans l'intervalle, le grand artiste qui a su imposer sa marque, son style, c'est François Boucher, et on comprend qu'en fait le graveur, pour actualiser le dessin d'Oudry 20 ans plus tard, rend ce dessin à la manière de Boucher, beaucoup plus délicat, beaucoup plus précieux, beaucoup plus rococo dans le style, et c'est ce qui explique les différences très considérables qu'on observe entre le dessin et la gravure, qui actualisent donc le projet d'Oudry. Et le meilleur signe, sans doute, de l'efficacité visuelle des compositions d'Oudry et du fait que ces illustrations pour les Fables de La Fontaine n'ont pas pris une ride, c'est qu'elles continuent à être éditées et diffusées aujourd'hui. En fait, au moment de leur parution originelle, en 4 volumes, entre 1755 et 1759, l'engouement a été tel qu'on a très vite proposé plusieurs variantes. C'est-à-dire qu'on a réalisé des livres avec les gravures en noir et blanc, comme celles qui sont présentées dans l'exposition, mais on a aussi proposé en vente des livres avec des gravures rehaussées à l'aquarelle, donc mises en couleur, également des livres avec des reliures spéciales qui présentent des fers animaliers, donc sur la reliure elle-même, déjà des illustrations des Fables de La Fontaine inspirées d'Oudry, et une éditrice contemporaine très réputée pour son édition très régulière de grands textes fondamentaux de la culture humaniste, Diane de Sellier, qui est aujourd'hui très installée, en fait, a lancé sa maison d'édition en décidant de reproduire et de rééditer les Fables de La Fontaine illustrées par Jean-Baptiste Oudry. C'est ce que nous présentons dans cette vitrine comme une forme d'épilogue qui montre le fait que cet engouement est toujours vivace aujourd'hui. Diane de Sellier a choisi de reproduire un exemplaire qui était rehaussé à l'aquarelle, ce qui explique pourquoi ces livres sont en couleur quand les gravures originales ne le sont pas systématiquement. Le premier tirage qu'elle a réalisé de cet ouvrage est aujourd'hui épuisé, mais elle l'a réédité dans un plus petit format de poche qui permet aujourd'hui encore à chacun de faire l'acquisition des Fables de La Fontaine illustrées par Oudry et de réfléchir au rapport toujours très stimulant entre le texte et l'image, entre ce très grand auteur et ce très grand artiste. Donc voilà pour ce trop bref aperçu de notre exposition que j'espère que vous visiterez. Peut-être un mot sur le catalogue qui l'accompagne, que nous avons pris beaucoup de plaisir à préparer ensemble. Ce qui nous a particulièrement réjouis, en fait, c'est que chaque texte qui est publié dans ce catalogue relève d'une approche en histoire de l'art différente. Chaque auteur qui a contribué adopte une méthode différente, regarde Oudry différemment, éclaire ses œuvres sous un autre angle,
à la fois la matérialité de ses peintures, sa technique de dessinateur, le détail de ses commanditaires, la fortune qu'il a connue dans les arts décoratifs. C'est un important ensemble d'études inédites qui portent même sur l'influence qu'il a pu avoir sur les plus grands maîtres de l'art américain, un siècle plus tard, que nous vous proposons pour accompagner cette expérience de visite, et nous espérons que vous ressentirez beaucoup de plaisir en le parcourant. Vous avez donc jusqu'au 6 octobre pour venir apprécier les dessins, les peintures et les objets tirés de l'œuvre d'Oudry au château de Chantilly. Et puis pour les plus Oudry maniaques d'entre vous, le 12 octobre ouvre juste à la suite de cette exposition au château de Fontainebleau l'exposition Peintre de cour, COU2RE, autour du grand projet de la vie d'Oudry, les chasses royales, la tenture des chasses royales, un projet qui va l'occuper pendant quasiment 20 ans et dont vous avez vu quelques prémices ici à Chantilly et que vous pourrez ensuite découvrir de manière plus ample au château de Fontainebleau. Merci beaucoup Baptiste d'avoir invité un château peut-être pas voisin mais en tout cas ami à collaborer à cette très belle exposition au château de Chantilly. Merci à toi Oriane et donc à très bientôt au musée Condé.